Bonjour, c'est Romaric Briand. Vous écoutez La Cellule, podcast critique du jeu de rôle. Vous pouvez me soutenir en souscrivant à mon Patreon, ou bien soutenir les auteurs et autrices de La Cellule en achetant leur jeu. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de La Cellule. Aujourd'hui, le podcast sans doute le plus chaotique de l'histoire de La Cellule. Avec tu commences vraiment ? Incroyable, exactement, je commence vraiment. On est debout autour de la table. Aujourd'hui, avec donc moi, j'ai pas le droit d'aller pisser. Salut tout le monde. Si, tu peux y aller si tu veux, tu peux aller pisser. J'ai un zizi, mais est-ce que j'ai le droit ? J'ai dit si, pas zizi. Ah, j'ai compris. Zizi. Zizi, tu peux aller pisser. J'ai vraiment entendu ça. J'avais dit que ce serait le podcast le plus chaotique et ça commence bien. On va faire 30 minutes de podcast, je peux me retenir. Non, va, je t'en prie, va pisser. Alors pourquoi aujourd'hui chaotique ? Eh bien tout simplement parce que petit 1, on a eu tous les soucis du monde pour enregistrer ce podcast. Petit 1, ma fille était malade cette nuit, j'ai pas dormi de la nuit, elle a vomi partout, c'était l'enfer. Petit 2, Darky avait du retard à son train. Les femmes qu'on avait invitées ont annulé et donc ne seront pas là. Johan n'est pas encore là, mais il arrivera. Il va probablement y avoir des gens à arriver en cours d'émission, donc je vais probablement me lever, aller ouvrir la porte pour accueillir les gens et compagnie. Et ce podcast bordélique, vous allez le vivre aujourd'hui avec quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un d'incroyable. Il s'agit d'Antoine Morgan Thaler. Bonjour, bonsoir. Ça va la pêche ? Ça va, de bon matin. De bon pour un matin, podcast chaotique, mais on est là, on va tenir la barre, on va tenir le coup. La barre, exactement. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton actu récente, Antoine ? Parce qu'il y a des choses à raconter. Ça dépend ce que tu appelles récent selon quand la diffusion du podcast a lieu, mais tout à fait. Il y a eu en 2023. C'est ça, mon jeu Résonance qui est sorti il y a quelques semaines ou quelques mois, selon quand vous écoutez ces mots. Il y a quelques mois. Sur lequel on a déjà fait un podcast que je vous invite à aller écouter. Voilà. Un jeu sur les rêves, l'écoute, l'introspection, l'écoute, communication non violente et tout un tas de choses. Et tout un tas de choses que vous découvrirez en achetant le jeu. Il est pas cher, il est beau, il est chez Lulu, n'est-ce pas ? Tout à fait. Absolument. Et nous sommes également avec Darky, que vous avez entendu. Qui vient de faire pipi, salut tout le monde. Zizi, tout le monde sait maintenant. Oui. Et qui vient de perdre, j'imagine que ça déjà. Et t'as perdu. Non, pas encore. J'ai même pas encore. On t'a laissé l'honneur de faire perdre tout le monde. Ah, je suis trop content, j'ai perdu. Alors, t'as quel micro par contre ? L'arc-en-ciel, tu pètes les scores, t'es sur le numéro 4. Mince, pendant le calibrage, faut parler pas fort. Non, c'est pas calibre en fond et qu'après on a une grosse voix. Ouais, c'est ça, exactement. C'est le micro 4. Ah, non, je parle normalement. Te calme pas. Aujourd'hui, regardez, même le titre de ce podcast est chaotique. Regardez-le. Voilà, vous l'avez vu. Le jeu. Ça veut dire quoi ? Est-ce que tu vas mettre des guillemets ? Ça veut rien dire. Pour dire le jeu entre guillemets. Ah mon Dieu, quel troll incroyable. C'est Darky, bien sûr, qui arrive avec ce sujet de podcast. C'est d'ailleurs lui, je crois, qui m'a fait découvrir le jeu. Darky, tout de suite. Peut-être Adrien, je suis pas sûr. Est-ce que c'est un playtest, ce podcast ? Est-ce qu'on playtest le jeu ? Ça fait alors, on peut dire que c'est une campagne. On peut dire que c'est une campagne. Oui, c'est vrai, c'est une campagne. Mais oui. Bon, alors, un peu de contexte pour vu qu'on ne sait pas quand elle va finir, on débriefe maintenant. On n'a pas attendu la fin de campagne finalement. Je rappelle pour les auditeurs et auditrices que nous serons rejoints en cours de podcast par Johan Fichet, le bidulant, qui va nous rejoindre d'une minute à l'autre si sa voiture démarre et si le froid ne l'empêche pas d'arriver. Nous serons également peut-être rejoints par Emma en cours de podcast qui peut-être réussira à arriver elle aussi. Voilà, le timing est extrêmement serré aujourd'hui et tout le monde est en retard, donc c'est l'enfer. Alors, mais le sujet, c'est le jeu, Darky, avec toi. Donc, qu'est-ce que c'est le jeu ? Il faut que tu rappelles les règles, il faut que tu rappelles le contexte de création aussi du jeu. Oh, trop bien, super. Donc là, un boulevard Wikipédia, mais ça va être intéressant, restez avec moi. Le jeu, c'est un jeu, en tout cas une activité, un divertissement continuel, dit Wikipédia français, je trouve ça génial. Mais on reviendra un petit peu après sur comment le catégoriser, parce que vous savez, c'est très dur de catégoriser des jeux en général. Divertissement mais continu. Ce jeu-là, c'est le bordel. Donc c'est un jeu qui s'appelle Le Jeu, ou en anglais, dans version originelle, The Game. C'est un jeu mental, on pourrait dire, qui consiste en 3 règles. La première règle, c'est tout le monde joue au jeu. Ou, on va dire de façon un peu plus permissive, tous ceux qui connaissent le jeu, qui connaissent les règles, jouent au jeu. Il n'y a pas de consentement nécessaire et on ne peut pas arrêter d'y jouer. Voilà, ça c'est la première règle. C'est permanent. C'est permanent. Non-consentement. Ouais. Oui, tu peux noter. Ah oui, il y a beaucoup de parallèles à faire avec un jeu dangereux. Oh là là, nos enfants jouent au jeu, ça a été interdit dans des écoles. Donc ça c'est la première règle. La deuxième règle, c'est la règle principale du jeu. Quand on pense au jeu, on perd au jeu. Voilà. On pourrait presque le résumer comme ça. Donc là j'ai perdu, en l'occurrence. On pense au jeu,
on perd. Et tous les auditeurs, auditrices sont perdus aussi, parce qu'à partir du moment où ils connaissent les règles, exactement, ils jouent au jeu, qu'ils y consentent ou pas. Oui. Et donc du coup, là, le fait qu'ils pensent au jeu en ce moment, parce qu'ils écoutent un podcast sur le jeu justement, les fait perdre au jeu. Et ils doivent l'annoncer à haute voix. Ça, c'est la troisième règle. Cela doit être communiqué, soit à l'oral, soit même si tu es tout seul, tu dois le dire au moins à voix haute, ou alors de façon un peu plus pernicieuse, on dit. Tu dois envoyer un texto à quelqu'un en disant figure-toi que j'ai perdu au jeu, en espérant un côté boule de neige, on va dire. Contaminé, contaminant. Donc là, tout le RERB vient de dire j'ai perdu au jeu. Ce serait tellement bien. Au moins 4 millions de personnes, c'est ça à peu près. 4 millions d'environ, donc ça 4 millions, si tous les gens autour disent de quoi, vous êtes obligé de leur expliquer, et voilà. Ça, évidemment, ce chiffre est une fake news. Mais pas du tout. Ça, c'est les règles de base du jeu. Après, il y a des petits patchs, des petits add-ons, des versions d'y jouer. On va en parler très certainement au cours de cette heure ou de ce podcast. Mais les plus connus sont... Il y a un petit temps de repos. On peut pas perdre indéfiniment tout le temps, toutes les 4 secondes, donc on peut se dire chez nous c'était 15 minutes par exemple. Quand on a perdu au jeu, on n'est plus obligé de l'annoncer au bout de 15 minutes, sinon ce serait vraiment n'importe quoi. Bien entendu, il y a des gens qui font plutôt une demi-heure, 1 heure. Et puis il y a une règle un petit peu encore non officielle qui a été rajoutée, qui est il existe un moyen de mettre fin au jeu, parce que là, comme on le dit, il n'y a pas moyen de gagner le jeu et le jeu ne s'arrête jamais. Certains ont rajouté la règle, si le Prime Minister du UK... Great Britain. Non, c'est UK. Donc c'est UK. Ouais. Ça veut dire que là, bientôt, ce sera plus possible de finir le jeu, parce que le jeu est obsolète. Le jeu est pété en fait. Vu l'état du Royaume-Uni, là, je pense que il y aura plus de Royaume-Uni bientôt. Ce sera le Royaume des Unis. Donc si le Premier ministre du Royaume-Uni déclare à la télé, il me semble que c'est dit à la télé, même pas sur Internet ou aux radios, The game is up. Alors. Ah, The game is up. Je crois que c'était The game is over. Non, The game is up. Ah. Tu lui as fait dire The game is over dans un démontage, et non, c'est The game is up qu'il faut dire. Oui, parce qu'il y a des gens enfin, ça a été un espèce de méta-jeu d'essayer de faire dire ça au Prime Minister, pardon. Ouais. Mais bon, c'est un peu une règle non officielle. On va dire le jeu sans extension est déjà suffisamment intéressant pour qu'on s'y penche. Même si ça arrive un jour, les gens continueront à faire le jeu version. Voilà. Carrément. Alors, rapidement. Donc... je déjà propose qu'on fasse une petite coupure et qu'on le playteste. C'est parti, générique. Allez, fin du jeu, donc fin de la campagne de haut jeu, ça fait quand même... Donc ça fait combien de temps qu'on joue à cette merde ? Moi, ça fait plus de 10 ans. Peut-être 10 saisons de cellules, quoi. Peu de choses près. C'est vrai que je l'ai représenté, mais tout le monde connaît, parce qu'on en parle dans les podcasts depuis longtemps. Mais quand ? Mais c'est quand ? C'est 2001, je crois. En fait, la date... Alors, parlons de l'origine, tiens. C'est une... Oh, putain, merci. Super. Incroyable. D'où ça vient, quand ça vient, etc. Pour ça, je vais faire une petite virgule vers la fiche Wikipédia du jeu, on va dire, qui est... Qu'est-ce que c'est ? En France, entre parenthèses, c'est écrit divertissement continuel. C'est aussi écrit phénomène internet dans la page de désambiguation là, de Wikipédia, qui est géniale. Quand tu vas sur un concept, tu aperçois qu'en fait, attention, il faut se dire que ça existe dans tel et tel domaine. Ouais. Et ben, le jeu, bien évidemment, tu as une désambiguation pour dire le jeu en philosophie, c'est pas pareil qu'en théorie des jeux, qu'en maths, etc. Et donc, il y a en bas, en dernier, jeu. Dans la catégorie, c'est aussi un jeu, c'est un phénomène internet. Et on apprend que ça a émergé sur internet dans les années 2000-2001. Je crois qu'un des premiers posts qui dit j'ai découvert ce jeu il y a 6 mois date de 2002. Donc, origine inconnue, c'est parfait pour faire un aspect mythique sur ce jeu, quoi. Ta théorie du complot et tout. Enfin, non. Pas si, c'est les reptiliens. Si, c'est les reptiliens qui ont créé le jeu, quand même. On le sait, enfin, voyons. Voilà, ils ont installé Donald Trump et ils ont créé le jeu, bien sûr. Donc ça c'est apparu aux alentours des années 2001-2002. Donc, en fait, un peu boom d'Internet et des réseaux sociaux, au final. Hein. On peut vraiment parler de phénomène Internet. La page allemande, ils disent phénomène culturel Internet, entre parenthèses. Ouais, en anglais, ils disent mind game, qui est beaucoup plus précis, je trouve. C'est vraiment donc jeu d'esprit. D'ailleurs, je crois qu'en espagnol c'est juego mental, donc c'est jeu d'esprit. Mais mind game, il y a aussi l'aspect triqué, quoi. Tu vas au poker, tu joues le mind game. Il y a un peu le côté méta et tout. Je trouve que ça le caractérise bien. Et donc pour revenir aux origines, imaginez deux personnes qui se regardent face à face dans l'ombre et qui sont là. Je ne vais pas perdre. Ou qui regardent leur montre. Tu sais pas lequel a perdu le plus récemment. Et... oui, c'est plus ça. À la limite, c'est le seul moyen de contourner le problème, c'est cette fameuse limite de temps que les gens se fixent parfois. Sinon t'es foutu. C'est ça. Mais on y reviendra un petit peu après sur le gameplay entre guillemets. D'ailleurs, ça me fait marrer. Il y a une catégorie gameplay dans Wikipédia. Non, mais c'est vrai. C'est un jeu où tu dois t'accommoder des règles parce qu'il n'y a pas de façon de gagner. Et je trouve que, bon, je m'avance un petit peu dans le propos, mais c'est un jeu qui favorise le beaucoup. Dans un jeu d'échecs, il y a une façon de gagner. J'avais compris le beaucoup en un seul mot, je me disais quoi ? Non. Encore le beaucoup. Jouer pour faire le beau coup. Dans un jeu d'échecs, il y a le but de gagner, puis tu as des joueurs qui sont pas bons parce qu'ils préfèrent plutôt faire des coups un peu magnifiques, un petit peu des coups d'éclat, quoi, des trucs un peu. Eh ben, The Game ne te pousse qu'à faire ça, à faire perdre avec classe tes copains.
C'est quasiment le propos du jeu. Se dire, je vais trouver une façon complètement détournée, je sais pas, je vais lui envoyer un livre et dedans, à la page 27, je vais écrire le jeu, il va dire, ah putain, voilà pourquoi je me suis farci les premières pages de ce livre. Il y a un côté un peu Rickroll, piéger quelqu'un. Rickroll, donc c'est les vidéos, c'est envoyer un lien intéressant à quelqu'un sur internet qui finalement redirige vers Rick Ashley qui chante Never Gonna Give You Up, une vidéo YouTube. Il y a cet aspect-là. Ouais. Non mais Internet est incroyable. Ouais, bah. Internet est incroyable. Pour quelqu'un qui est né au début des années 80, je veux dire, Internet c'est incroyable. Je veux dire, c'est fascinant. Bon, je vais terminer ma fiche wiki, après je vais vous donner la parole. Désolé, je t'ai complètement hijacké le conducteur de cette émission. C'est très bien, okay, c'est très bien. Moi, je te demande que ça. Bon. D'où ça vient donc on pense qu'une des origines très probables, c'était un jeu qui jouait dans les années 70 aux alentours de Londres où on devait citer une gare des alentours. Donc c'est un jeu aussi qui existe à boire, je sais pas, je vais donner une marque de bière, et puis chacun notre tour, on doit lister une marque de bière, et le premier qui a court d'idées perd. D'accord. Voilà, c'est assez connu comme type de jeu. Ouais, bien et donc dans ce jeu-là, il y avait une règle un petit peu bizarre qui était, il y a une gare que tu dois pas dire, sinon tu perds. Je pense que c'est une façon de dire, quand t'as plus d'idées, tu finis par dire le nom, la gare Finlay, je crois que c'était un truc comme ça, ça te faisait perdre. Et petit à petit, ça a dérivé vers la règle, quand tu penses à cette gare, tu perds. Ah mais c'est pas du tout la légende que j'avais sur le jeu, moi. Moi aussi j'avais cru que c'était un truc de théorie des jeux justement, et que, j'y viendrai après, mais c'est pas la vraie origine apparemment. Et on suppose que ce jeu il a dévié, il s'est un peu étendu, sauf que bien évidemment en fait plein de gens ne connaissent pas les gares de Londres, donc il a pas trop d'intérêt. Et au final il restait que cette règle de quand tu penses à un truc particulier du jeu, donc au final faisons le raccourci, enfin tu vois c'est sa version la plus simpliste, dès que tu penses au jeu tu perds. Et la légende que j'avais connue mais j'ai pas retrouvé les traces, c'était que ce jeu avait été construit en fait en opposition à un modèle qui s'appelle donc en mathématiques la théorie des jeux, qui commence par dire étudions ce système des jeux, il y a un modèle mathématique à appliquer là-dessus, on peut mettre des joueurs avec des stratégies, les stratégies ça peut être des probas, etc. Il y a tout un domaine des mathématiques qui s'y intéresse, et pour ça ils ont dû définir l'objet, et je l'ai plus en tête, mais l'objet du jeu c'est ça doit contenir des agents. C'est une espèce de règle qui doit contenir des agents. Ces agents doivent avoir une stratégie de victoire, doivent déployer une stratégie au cours du jeu, et il doit y avoir du coup des conditions de victoire. Ouais. C'est rigolo de se dire, c'est bizarre qu'un jeu, dans sa définition principale, doive avoir une condition de victoire. C'est pas forcément très intuitif. Ou en tout cas, on peut se dire... Le jeu de rôle est une négation absolue de ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'une des premières fois que j'ai présenté le jeu de rôle à un collègue, il m'a dit, mais c'est quoi le but du jeu de rôle ? Comment on gagne ? Ça m'a fait rire, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Et donc, par construction, on imagine assez facilement en fait des étudiants en train de se dire, mais on peut inventer un jeu dans lequel il n'y a pas besoin de gagner. D'ailleurs, voilà, j'invente un jeu où il suffit où il y a juste une condition de défaite. Ouais. Ça en devient quelque chose de drôle. Et voilà. Alors moi, c'était pire que ça. C'était pour moi, j'avais entendu dire. Alors effectivement, il y avait cette histoire de théorie mathématique, mais qu'avant ça, le prof leur avait donné une définition courante du jeu, du jeu au sens jeu, parce que la règle du non-consentement, c'est une règle complètement à contre-courant de la définition du jeu. Parce que dans la définition du jeu contemporaine, il y a cette idée qu'on consent à jouer. C'est quelque chose de très important chez Huizinga, même chez Cola du Flow, etc. C'est le consentement à jouer est très très important. Parce que, pourquoi ? Premier élément, le consentement. C'est-à-dire de dire j'accepte de me soumettre aux règles du jeu. Et deuxième élément, le fait de pouvoir sortir du jeu. Or, la deuxième règle du jeu, la première règle du jeu, c'est si tu joues au jeu, si tu connais les règles du jeu, tu joues au jeu. Donc, tu peux pas sortir du jeu. Donc, le jeu ne fait pas monde à part, tu vois, là, en l'occurrence. C'est vrai qu'il y a cette règle, elle est très importante, mais j'ai pas de mal à croire que c'est pas la vraie origine, parce que j'ai plutôt tendance à me dire, la première règle inventée, ça a été quand tu penses au jeu, tu perds. D'ailleurs, c'est comme ça que je le présentais quand j'étais petit à mes potes. Oui, et la plupart du temps, les gens disent, moi je ne joue pas. Et donc t'as envie d'un peu de patcher ton jeu pour dire non, c'est intéressant que si tu joues, donc je te force à jouer. D'ailleurs dans ce jeu t'as pas le droit de pas jouer, tu vois. D'accord. J'ai l'impression que ça a été patché comme ça. Cela dit, j'en sais rien. Et d'ailleurs qui donne un peu raison, c'est que c'est quand même la première règle. C'est pas la deuxième règle, tu vois. Donc... Mais en fait, je ne sais pas. Tu vois, je ne sais pas. Ou alors est-ce que c'est un exemple de jeu qui a été cité dans le cadre d'un cours et qui du coup est devenu populaire suite à ça. Tu vois, là, je ne sais pas. Oh, voici Johan qui arrive avec des magnifiques pâtisseries. Un Johan sauvage apparaît. Ton micro est prêt et tout. Je suis désolé, on va encore te prendre au débeauté, mon Johan. Et là, cette fois-ci, c'est de ta faute. Notre acte en retard. Alors voilà. Ça va, Johan, la pêche ? Salut. Ouais, la pêche, la banane, tous les fruits et légumes. Fruits et légumes, n'est-ce pas ? Nous sommes aujourd'hui, ce matin, en train de parler de le jeu The Game. Donc, tu viens de perdre au jeu.
Exactement. Et vous aussi d'ailleurs. Dépité. Non, immunité des 15 minutes. Nous, c'est déjà fait. Moi, c'est 30 minutes l'immunité chez moi. 30 minutes. Donc, ouais. Tu savais sinon, en 15 minutes, tu t'as pas le droit de passer à autre chose. C'est ce sujet de podcast c'est la boucle. Oui, d'accord. Je te rassure. Non seulement je le prends. Tu as juste marqué jeu. Donc voilà, t'as 4 heures. T'as quel micro? T'as l'arc-en-ciel? Parce que je suis en train de régler en même temps. Je vous avais prévenu. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, très bien. Donc, tac. Donc, Johan, qu'on ne présente plus, le bidulant, amateur de Twitch, amateur de plein de jeux de rôle, créateur de jeux également, il nous a présenté à la cellule récemment des jeux comme Masque, et tu nous en as encore présenté un autre qui n'est pas encore enregistré dans les micros. Exactement. Mais il sera bientôt. Voilà, on le présente rapidement. On a parlé du jeu, on a parlé de l'histoire de la création du jeu, et Darky nous annonçait que finalement l'histoire de la création du jeu n'est peut-être pas l'histoire qu'on pensait, c'est-à-dire que des étudiants avaient contredit leurs profs sur la définition du jeu en inventant ce jeu. Apparemment, le jeu aurait une autre origine, un jeu à boire. Non, pas à boire. Pardon. Enfin, c'est pas un jeu à boire, c'est un jeu que tu fais en attendant le train. Chacun doit citer une des gares de Londres, je crois que c'était. Une des gares des environs. Et je rappelais un petit peu aux gens que ce jeu-là, on a tendance à y jouer souvent dans des jeux à boire où tu lances une série comme ça, je sais pas, tu dis le nom d'une série par exemple, chacun doit lister le nom d'une série jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'idées. Donc ce jeu-là, on le connaît un petit peu. Mais sauf que dans ce jeu que tu fais en attendant le train, où tu dois chacun à ton tour lister les gares de Londres, celui qui avait plus d'idées perdait, bien entendu, mais il y avait aussi une gare interdite. Quand tu la prononçais, ou quand tu la prononçais, tu perdais. Et au fur et à mesure du temps, le jeu est devenu, quand tu penses à cette gare pendant le jeu, tu perdais. On imagine que ce jeu est sorti de Londres. Comme les gares de Londres sont connues que des Londoniens, ça s'est un petit peu devenu essentiellement, quand tu penses au jeu, tu perds. Oui, tu disais c'est l'origine en tout cas qui est mentionnée sur Internet, sur Wikipédia. Après, il y a un côté un peu légendaire parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. On sait juste que c'est devenu un phénomène Internet, comme je le mentionnais, dans les années 2001, 2002, 2003 et un petit peu plus après. Comment t'as connu le jeu, toi, Johan? Ça devait être sur 9gag ou bien avant ça, c'était quoi? Ouais, 9gag c'est tard déjà. Ouais, c'était peut-être... je vais dire Reddit peut-être, mais je sais plus du tout. Je sais que... Reddit c'est très probable parce que ça a toujours été très important comme réseau social. Soit Reddit, soit DTC. De toute façon, c'est intimement lié les deux, de toute façon. DTC c'est BacheFR, c'est ça? Ouais, okay. Exactement. Je sais que c'est l'un des trois, je serais incapable de dire lequel. Je suis pas sûr que ce soit 9gag, parce qu'effectivement 9gag c'est quand même vachement plus récent. Et c'est soit DTC, donc BacheFR, soit Reddit. C'est l'un ou l'autre. C'est vrai que je pense que pour ce jeu, il y a quelque chose qui est assez particulier dans la façon dont il a émergé et qui est indispensable pour essayer de le comprendre à mon avis, c'est que peut-être qu'il a une origine précise, fixée, mais que de toute façon on n'arrive pas à retracer, mais c'est dans la façon dont il s'est diffusé, c'est avant tout un mème, un phénomène internet, etc. Donc c'est un jeu qui n'a pas vraiment d'auteur ou de direction fixe à la base, c'est plutôt un ensemble de règles qui ont survécu à des changements, des règles maison, une culture très internet là-dessus. Et donc la façon dont les règles sont agencées, je pense pas qu'on puisse y voir la volonté d'une personne précise, mais plutôt qu'est-ce qui... à la fois c'est simplifié et a émergé comme nouvelles règles par l'usage. C'est un peu un jeu sauvage quoi, qui a émergé dans les interactions de plein de gens. Et du coup c'est assez particulier de se poser la question pourquoi telle ou telle règle est apparue et est restée ou pas. Et par exemple tu parlais de la règle du fait de ne pas avoir le droit de jouer, de pas avoir que les gens jouent par rapport au consentement. Et en fait c'est sûr que quand tu expliques le jeu aux gens très souvent, d'autant plus quand ils en voient pas l'intérêt au début sur là mais c'est quoi ce truc, c'est bizarre, c'est pas drôle ou quoi, les gens disent non mais moi je joue pas. Et très souvent en fait c'est une posture que plein de gens ont, et comme on a beau leur dire non mais tu peux pas ne pas jouer, nanani nana, respecte le truc, bah ils disent mais je m'en fous quoi. Et en fait les gens se sentent dans les faits légitimes à dire non mais moi je joue pas, ou alors j'ai pas perdu, ou alors non mais quand j'y pense je gagne, parce que de base ils peuvent pourquoi pas inventer n'importe quoi dessus. Et c'est que quand par différents biais ils finissent par en voir un peu l'intérêt, le gameplay émergent, d'autres trucs derrière, que là ils commencent à y jouer. Mais du coup cette règle de tu y joues tout le temps et tu ne peux pas t'arrêter, c'est plus une façon de dire non mais attends, enfin c'est plus une façon d'essayer de transmettre l'esprit qu'une règle qui est vraiment appliquée strictement quoi. Rien n'est de toute façon applicable complètement. Mais d'ailleurs annoncer que les gens se disent pas commençons une partie. En fait, il n'y a pas de cercle magique au sens vas-y on commence la partie, on se met à respecter les règles. C'est plus permanent au sens... Et même au final, même la règle 3 qui est tu dois le mentionner à tes copains ou tu dois le dire, elle participe plus du côté contaminant qui fait que ce jeu survivra, etc. Parce que quelque part la partie s'arrêtera jamais, que tout le monde y pensera, que vraiment une règle que tu respectes. Alors tu la respectes souvent, mais il t'arrive plein de fois d'être tout seul, t'as personne à qui le dire, tu vas pas forcément embêter un pote, enfin je sais pas, t'as pas spécialement envie. Tu joues quand même au jeu techniquement, mais si tu respectes pas à la lettre cette règle-là.
En fait, le fait de la façon dont c'est vrai que c'est présenté comme ça sur Wikipédia aussi, de dire que c'est des règles. En fait, il y a une règle qui est quand tu penses au jeu, tu y perds, et les autres, c'est plus des conseils de jeu presque. Le fait de le dire aux autres, c'est plus un conseil de jeu qu'une règle. En fait. Et dans ce cas-là, c'est plus. Presque une règle maison aussi. Hein, parce que oui, c'est ça. En fait, c'est que des règles maison, quelque chose comme ça. Et typiquement sur les limites de temps et tout. Il y a un côté comme ça, donc... Moi, je vais faire un parallèle. Moi, ça fait vraiment penser à Uno, en fait, de ce côté-là. Chacun a ses propres règles pour le jeu, en fait. Mais je connais pas mal de personnes où c'est souvent un objet en particulier qui va... là, on parlait de la fameuse gare, du moins, vous parliez de la gare de Londres tout à l'heure. Mais là, je sais que Romaric, par exemple, tu lui montres une licorne, il perd au jeu automatiquement. Je sais que moi j'ai des potes, c'est à peu près pareil sur d'autres objets en fait. Alors ouais, donc, mais là on peut y venir, c'est plutôt le côté, ça crée des private jokes entre potes. Ouais. Ça crée un système de... Ça aussi c'est très contaminant entre guillemets, c'est que on joue tous au jeu et a priori on joue tous à peu près au même jeu. Tiens, comme le jeu de rôle, mais on a tous instancié notre conception du jeu. Et entre moi, je pense à un ours polaire, je perds, parce que Dostoïevski dit c'est impossible de pas penser à un ours polaire. Et une des façons de marrer avec le jeu entre potes, c'est quand on est dans une discussion très sérieuse, qu'il y en a un qui perd. Là, le jeu vient, putain, limite, ne dis pas encore comment t'as perdu, je veux comprendre, quoi. Tu vois, d'essayer de retracer le fil de bordel, mais qu'est-ce qui lui a fait penser au jeu ? Et puis ça peut aller très très loin, comme tu dis. Mais là où j'étais pas super d'accord avec le côté Uno, c'est que Uno, alors, t'as raison, hein, tout le monde a ses propres règles de Uno, c'est trop drôle, alors qu'on essaie quand même de jouer très souvent. Mais Uno a des vraies règles. Oui. Uno a des vraies règles qui se sont juste. Je pense qu'en fait elles sont mal formulées et elles sont pas parfaites. Les fausses règles que tu t'inventes ont tendance à être. C'est vrai que sinon il n'y aura pas de raison pour que ce soit autant partir en vrai. Mais j'en profite. Je reviens, je suis revenu. Est-ce que tu voulais faire le tour de table sur comment les gens ont connu le jeu ou je peux parler rapidement de quoi je rapproche le jeu et moi j'aimerais bien vous demander à quoi vous... Vas-y. Okay, non, tu leads le podcast parce que moi je vais faire des allers-retours avec ma fille et tout donc... Ok. Vas-y. Alors... Moi, alors quand tu m'as dit, Rome, qu'on allait parler du jeu en podcast, j'étais trop content parce que ça fait 10 ans qu'on joue au jeu et à chaque fois qu'on commence à débattre sur le potentiel de ce que ça nous fait penser, de ce que ça amène comme réflexion, ça paraît vertigineux et je suis trop content qu'on fasse ce podcast. Mais à la seconde où tu me l'as dit, je me suis dit, putain, c'est 3 règles, quoi. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire ? C'est quand même un objet très fermé et très restreint. On va parler de gameplay émergent, je suis sûr qu'on va y arriver. Mais ça a vachement fait résonner de choses en moi, le jeu, parce que, comme je le disais tout à l'heure quand t'étais pas là, il y a un côté, tu construis des références privées avec tes potes, avec le jeu, tout le temps. Il paraît que quand tu vois une licorne, Rome, on m'a dit que tu perdais. Exactement, quand je vois une licorne, je perds. Et donc en fait, on joue tous au même jeu, comme le jeu de rôle, mais en fait on a tous instancié ce type de partie en groupe de potes. Et c'est là où moi je rapproche vachement le jeu de différents jeux qui sont... alors ils n'ont pas forcément de nom, donc ça va être un peu compliqué, mais par exemple il y a des groupes de potes, quand quelqu'un va dire diplomatie, il y en a un qui va dire plomatie. Ils s'amusent. C'est moi, je suis cette personne. Okay, super, merci. Bonsoir, enchanté. Voilà. Est-ce que tu fais le discriminant ? Il y en a qui va dire criminant et l'autre qui va faire minant. Moi je fais scriminant. Alors okay. cri c'est la variante que moins de gens font, c'est vrai. Mais au moins le dit, j'essaie de le faire systématiquement, même quand je dis qu'on pas la ref. Ouais. Donc désolé, il n'y a pas de nom à ce jeu-là, je sais pas comment on dit, c'est genre. C'est une espèce. Dit quelque chose. Toi, Johan, t'es un client. Faut pas me montrer une bouteille de cristalline. Ah putain, ok, d'accord. Pas mal, je connaissais pas. Bon, il y a vachement de côtés similaires. C'est un truc auto-référencé que tu te fais entre potes. C'est un truc qui a pas spécialement de règles, t'arrêtes jamais d'y jouer. Et puis surtout, moi, j'en reviens à cette définition. Le seul intérêt de ce jeu, c'est l'art du beaucoup, quoi. C'est un moment crier, voilà, cristalline. Ouais. Et tout le monde. Staline ! Oh putain, il m'a explosé les oreilles de con. Je rapproche aussi d'autres jeux qui sont. Et ça me fait plaisir, Johan, que t'aies mentionné BashFR. Donc BashFR, c'est maintenant ça s'appelle DTC. C'est un site qui recense les perles des dialogues sur les chats IRC. Donc en gros, c'est des discussions internet dans lesquelles il y a des gens qui se sont dit ok, c'est 3 enchaînements de phrases, c'est rigolo, je vais en parler. Et ça amenait vachement de groupes de potes à parler en fait de leur délire privé. Ouais. Et à l'époque de BashFR, moi c'était au collège, j'ai passé mon collège, j'étais petit, hein, à dire en fin de phrase comme ma bite, donc CMB, ou dans ton cul DTC, ou comme ta bite. Donc quand quelqu'un disait, je sais pas, mais ça c'est énorme, hop, tu disais CMB, et puis tout le monde rigolait, etc. Comme titre. Exactement, voilà. J'ai titre, et j'ai That's What She Said, donc ça c'est The Office qui l'a un peu popularisé, donc ça fait référence au fait que c'est ce que dit ta femme, très certainement, en parlant de tes ébats, ou en parlant elle est énorme, pareil, voilà, c'est ce qu'elle a exactement. J'ai entendu quand j'ai baissé mon slip. Donc attends, That's What She Said, titre, CMB, Rickroll, diplomatie, on les a tous. Et tout ça, on a la particularité de pas vraiment être des jeux. Être des trucs continuels, qu'on joue entre nous, mais ça n'a pas vraiment la définition d'un jeu. C'est à ça que je le rapproche le plus que du Uno. Je vois qu'il y avait des amis qui mettaient vachement plus en avant l'aspect social, qui disaient bah ouais, ça se rapproche du jeu de rôle parce que c'est un truc qui me réunit entre potes, etc. Mais je sais pas à quel point on peut vraiment dire que c'est un jeu. Donc là, je vous laisse la parole. Qu'est-ce que ça vous évoque le jeu pour vous ? À quoi vous le rapprochez ?
Ça m'intéresse. Rome, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des parasites ? J'ai mon téléphone, peut-être c'est pour ça. Non, je regardais, oui, il y avait un petit parasite. Vas-y, alors Antoine, peut-être pour commencer ou pas ? Ce que ça m'évoque, ou ce à quoi je le rapproche, c'est vrai que j'aurais pas beaucoup plus d'exemples que ce que tu as déjà amené, parce que c'est vrai que c'est comme ça. C'est très bien, Darky, t'es super. Ouais, la liste est assez exhaustive au final. Peut-être que si on en trouve, ce sera des variantes ou des trucs dans le genre. J'avais peur que le podcast parte dans tous les sens et c'est bien. Mais effectivement, c'est vrai que c'est plus un... Si jeu... c'est plus un jeu de créativité, un jeu social, un jeu d'expression qu'un jeu à condition de victoire, tout simplement, quoi. Et c'est là où je pense, pour moi, le jeu, je trouve que c'est un jeu qui ne s'en donne pas l'air, dans le sens où moi, la finition de jeu, ce qui se limite à condition de victoire, condition de défaite, je tendance à rapidement la mettre de côté, parce que souvent on va distinguer le jeu et le jouet. Est-ce que le jeu est un jouet, comme il n'y a pas de condition de victoire et comme c'est juste un truc comme ça? Je trouve quand même que ça va plus loin qu'un jouet. Dans la façon dont je le dirais. Même, ouais. Et pour moi, la condition de victoire, c'est pas. Ce jeu montre que c'est pas nécessaire pour ça. En fait, ce qui est particulier avec les règles du jeu, c'est si jamais on les examine de base, en fait, il n'y a pas de gameplay, il n'y a pas de positionnement, il n'y a pas de choix pour les joueurs. Les agents n'ont pas de décision, en fait. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est pas vraiment. Il n'y a pas de stratégie. Il n'y a pas de stratégie. C'est pas vraiment aux règles du jeu qu'on participe ou dans lesquelles on agit. Parce qu'il n'y en a pas, quoi. Tu penses, tu perds, c'est automatique. Enfin, il y a une espèce d'automatisme, il n'y a pas de décision, il n'y a pas de choix théoriquement. Et donc, en fait, ce jeu, il est assez fascinant parce que ce n'est que du gameplay émergent. Ça ne peut pas être autre chose que ça, en fait. C'est littéralement, en dehors de ce qui émerge, il n'y a pas de liberté, d'espace, de choix, de décision, quoi. Et donc, quelque part, tout le côté... En fait, quelque part, je trouve que la règle, quand tu y penses au jeu, tu dois le partager, le dire, ça spoil un peu, quelque part, le gameplay émergent, parce qu'en fait, la vraie règle, c'est quand tu y penses, tu perds. Les gens font OK, donc il se passe rien. La première fois où tu vas y perdre, tu vas dire « Ah, bah, j'ai perdu mince », la personne va faire « Ah, OK, bah, pourquoi tu me l'as dit ?» machin. Et en fait, c'est plus éventuellement en jouant que les gens vont comprendre cet enjeu caché qui émerge derrière, tu vois, quelque part. Et comme tu le dis, le vrai gameplay, là où quelque chose émerge, il va être dans le beaucoup, dans le fait d'en parler, etc. Et je me rends compte que c'est, pardon, je te coupe, mais je me rends compte que c'est même pas mentionné que tu peux faire perdre tes potes. C'est un truc, ça nous vient naturellement. Il y a une condition de défaite, donc je veux l'appliquer aux autres. C'est ça, et comme l'idée de la pensée. Et en fait, c'est là où, tu vois, les règles strictes n'ont rien, sont vides, mais une par une agencées, elles ont ce petit émergence qui a lieu. Et en fait, en vrai, dans la façon dont on l'appréhende, quand tu fais perdre quelqu'un d'autre, c'est une mini condition de victoire. Clairement. Donc, on est d'accord que c'est pas stricto sensu comme ça, mais ça montre bien que de petit espace en petit espace, on peut, d'un truc absurde, limité et figé, pour en faire quelque chose. En tout cas, s'il n'y avait pas ça, le jeu n'aurait pas survécu, on n'en parlerait pas. Donc, c'est cette émergence-là qui fait qu'on va se dire je vais faire perdre les gens, on va créer des références, de groupe de potes en groupe de potes, ça va devenir soit une façon de taquiner, soit une façon de dire je pense à toi, soit une façon de... Et en fait, ça fait passer plein de messages, ça devient un élément... Le je pense à toi est super important, je pense qu'on terminera là-dessus. De toute façon, moi je voulais en parler, c'est le premier truc dont je voulais parler, mais d'abord je voudrais rebondir sur une idée. L'idée de dire qu'on a perdu au jeu à l'oral, c'est hyper important pour moi dans le gameplay du jeu. Pourquoi ? Parce que quand tu ne le dis pas, quand tu es dans les transports en commun, que tu penses au jeu et que tu ne le dis pas, tu as la sensation de tricher au jeu. Ce qui est très particulier, moi j'ai la sensation parfois de tricher au jeu, c'est-à-dire de perdre et de ne pas le dire. Pour des raisons sociales, parce que je suis en public, parce que je suis dans un podcast et que ça fait 15 000 fois que je fais perdre tout le monde au jeu et que ça va saouler tout le monde, pour plein de raisons. Et du coup, cette sensation que je triche au jeu dans les transports en commun ou dans les lieux communs fait que je vais avoir tendance à prendre mon petit portable pour envoyer un message à un ami pour ne pas tricher. Moi, je suis comme ça. Hein. Franchement, si vous recevez un message, j'ai perdu au jeu ou que je vous fais perdre au jeu par un texto, c'est souvent que je suis en fait dans une réunion de famille ou dans un lieu public, que j'ai perdu, que j'y ai pensé. Et donc, sous-entendu, j'ai pensé à vous. Donc tu vois, le je pense à toi, il est aussi induit par le fait de devoir le dire à haute voix pour moi. Donc ça c'est un premier élément pour répondre sur la question. Mais effectivement, le je pense à toi, il est capital en fait. Je peux même il me semble que Fly considère que ce jeu c'est qu'un prétexte pour penser à ses potes et pour le dire et pour exprimer des choses. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Complètement. D'ailleurs, je pensais en parler à la fin, mais je fais une mini parenthèse. Comme je continue mon histoire de quand tu m'as dit qu'on allait faire un podcast sur le jeu, je me suis dit putain, je vais interviewer le pote qui m'a versé dedans. Donc moi c'était fin lycée, le pote qui m'a expliqué ses règles et on n'a pas arrêté d'y jouer depuis. Et je lui ai posé quelques questions, je vous les poserai un petit peu
pendant ce podcast ou peut-être à la fin. Et ce qui a émergé de notre discussion, c'était Valentin, donc, pour pas le citer, qui est déjà passé dans les micros du podcast, disait le jeu, c'est un truc incroyable parce que la plupart du temps, ça naît dans des conditions de dortoir ou au lycée. Enfin, quand t'es vraiment beaucoup avec tes potes, t'arrêtes pas d'en parler. C'est la première phase du jeu, c'est tu t'amuses de faire perdre les potes. Ouais. Mais c'est un jeu. Et là, moi, je trouve, tenez-vous bien, c'est un jeu social compatible avec la séparation de ses potes. Parce qu'en fait, tu continues d'y jouer. Tes potes, c'est un peu la vie, quoi. Souvent, c'est cartes, tu fais moins de jeux de rôle avec eux. Il y en a qui partent étudier dans le bas de la France, etc. Et tu continues à jouer au même jeu qu'avant. Tu continues de leur envoyer des messages, de dire que t'as perdu, etc. Et donc, il y a un vrai... C'est un peu son super pouvoir qui est sorti de nulle part. C'est un jeu que tu continues de jouer un peu toute ta vie et qui est compatible avec la séparation de tes potes. Et clairement, maintenant, comme on disait, il y a différentes façons de jouer au jeu. Au début, je trouve que ta première approche du jeu, c'est marrant de faire perdre les potes. Ensuite, et moi, ce que je disais, on s'est pas mal amusé de se dire... ça nous faisait plus spécialement rire de faire perdre quelqu'un, mais on voulait comprendre comment il perdait. Et c'était plutôt ça le jeu, quoi. C'est de dire, putain, c'est quoi son chemin mental ? Et à la fin, la dernière phase un petit peu, quand t'es vieux, quoi, c'est de se dire, ouais, ça me rapproche de mes potes, c'est une façon d'être un peu dans la nostalgie, entre guillemets, et à la fois de continuer de jouer. Donc je pense à toi, je le trouve très 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 important, je suis assez d'accord avec toi. C'est hyper important. Jouer à faire semblant de perdre aussi. C'est-à-dire que souvent on est là, on surjoue la défaite, genre, oh non, non, pas maintenant, pas toi. Tu vois, il y a un côté, on surjoue la défaite. C'est du jeu en performance à tous les niveaux. Hein, s'il fallait non, mais c'est ça, parce que c'est le beau coup ou surjouer la perte. En fait, encore une fois, la seule espace que tu as, c'est d'ordre créatif, d'ordre de faire marrer, etc. Donc tu le fais de plein de façons différentes. Et il y a encore des pistes et des variantes du jeu qu'on n'a pas encore imaginées et que des gens partout dans le monde doivent faire. C'est vrai que 3 règles fascinées par la profondeur du jeu. Est-ce que j'ai perdu au jeu en langage des signes, ça sait pas comment ça se répand, par exemple En langue des signes. Ah pardon, en langage des signes. Du coup, voilà. Donc le chambrage. Pour moi, c'est indivisible du chambrage. De toute façon, c'est ni plus ni moins que le seau que tu mets sur la porte, en fait. Ouais. Tu ouvres la porte, tu te prends le truc. Exactement. Ok, merci, tu m'as eu. Et puis en moins relou quand même, mais oui. Oui, en moins. Mais le but étant, et du coup, chaque porte peut avoir ça, du moins métaphoriquement parlant. N'importe quoi peut avoir ce game. Et du coup, c'est ce côté, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. T'es à distance, etc. Et puis à distance, tu peux justement catapulter le saut. C'est ça, mais basiquement, c'est ça. Alors la question que je me pose, du coup, vu que c'est lié au chambrage, est-ce que le jeu, c'est pas quelque chose de typiquement masculin ? Est-ce que vous connaissez beaucoup de filles qui jouent au jeu ? Oui. Je sais pas, mais la question de à qui ça plaît est passionnante. Parce que tout à l'heure, t'étais parti, Rome, et Antoine disait, il y a des gens, tu leur parles du jeu, ils disent non, mais je jouerai pas. Mais si, t'as pas le choix avec ça. Non, mais ça m'intéresse pas. Non, ça m'intéresse pas. Il y a une scission nette, et d'ailleurs, les gens le savent tout de suite. Tu en parles à tes parents, t'as une bonne chance qu'ils disent très bien. Ça ne m'intéresse pas. Alors, le côté. Alors, moi, je crois avoir décelé une population de gens qui jouent, mais j'avais jamais pensé à genrer ça. C'est chambrage, en fait. Enfin, genrer, à masculin. Ouais, si, c'est ça. C'est le chambrage est très masculin. Hein, le fait de se chambrer, etc. C'est vraiment. C'est passionnant. Parce qu'on est, si tu veux, c'est une espèce de. Le chambrage se joue de la compétition. Et il y a quelqu'un qui est arrivé. Ok. Je vous laisse. Non, continue de discuter, mais. Après, si tu prends le terme chambrage, c'est vrai qu'il est plus connoté de cette manière. Mais le fait de taquiner sous plein de formes, de provoquer, de blaguer, etc., ça peut se décomposer. Alors, j'ai l'impression que ça... Alors, peut-être que pour des raisons historiques, dans son émergence, on a le sentiment que le jeu a été beaucoup masculin, mais aujourd'hui, j'ai pas l'impression que... Moi, les gens à qui j'en parle, ça se répand autant... Enfin, tout le monde y joue. D'accord. Non, mais très bien, mais... L'idée de la population, c'est clair. Il y a des gens, c'est comme le jeu de rôle. Il y a des gens, en fait, dès qu'ils découvrent le truc, le jeu de rôle, ça plaît pas à tout le monde. Clairement, il y a des gens qui n'osent pas parler, qui n'osent pas se mettre en avant, etc. Et le jeu, c'est pareil. Il y a des gens chez qui ça fait pchit, mais complètement. Ça leur viendrait même pas à l'idée que ce soit intéressant de jouer à ça. Après, quand tu leur expliques un peu plus, mais si, parce que ça permet de se dire... Par exemple, alors, pourquoi c'est un jeu aussi typiquement masculin, selon moi ? Je pense que c'est difficile pour les hommes... dans leur socialisation actuelle, bien entendu, je ne veux pas faire de stéréotypes de genre, mais je pense que c'est difficile pour les hommes de dire « je t'aime », de dire « je pense à toi », de dire « tu comptes pour moi, t'es important pour moi », etc. C'est très rare entre hommes de prendre un moment et de dire « putain, on est les meilleurs copains du monde », tu vois. On voit ça dans les films, mais le top gay, ça n'existe pas dans la réalité, c'est quand même plus compliqué. Le jeu, en fait, c'est une façon de s'envoyer des petits mots d'amour entre copains, entre bros,
de façon, mais complètement. Non, mais je rigole parce que je suis d'accord, mais moi je le comparais au jeu comme ma bite et du coup j'ai passé mon collège à dire comme ma bite à mes potes. Oui, mais c'est pareil, hein, si on... Enfin, bon, bref. Mais donc c'est aussi une manière, je pense, que les hommes, dans leur socialisation toujours actuelle, avec les stéréotypes de genre actuels, trouvent pour détourner, tu vois, pour dire je t'aime à des gens ou je pense à toi à des gens sans que ce soit en contradiction avec les stéréotypes de genre qu'on leur a inculqués quand ils étaient gosses. Voilà. Moi, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Et d'autant plus quand tu commences à connaître un peu une personne. Moi, je prends le cas au boulot. T'es là, tu commences à faire des liens d'affinité avec une personne. Tu vois que la personne a une certaine culture internet, etc. Et là, il y a toujours un cap où justement, tu peux lancer. Voilà, j'ai perdu au jeu. Et là, du coup, la personne, tu vois qu'elle est réceptive. Et du coup, il va y avoir ce ping-pong qui va y avoir, hein, comme tu disais. C'est ta déclaration d'amour, quoi. Ouais, mais s'il te gosse, tu pleures et tu dis il m'aime pas. Est-ce que tu me reconnais, tu vois? Est-ce que tu me reconnais? Voilà, on est pareil, on fait partie du même groupe, etc. Et vraiment, là, ce que tu dis, c'est très marrant parce que j'avais pas vu ça sous cette angle-là. Une vraie connivence. C'est un jeu qui. Effectivement, toutes les personnes. Toutes les personnes avec qui j'ai lancé en fait, ça au boulot, où je savais très bien que la personne suite aux discussions allait comprendre la référence. C'est pas le mec que je croise comme ça vite fait qui pourrait d'ailleurs connaître la référence, mais c'est vraiment quelqu'un avec qui j'ai une certaine affinité, effectivement, pour dire on n'est pas que collègues, on est aussi potes, quoi. Et ouais. C'est marrant ça. Je suis vraiment d'accord. Le côté connivence et le côté on en fait un peu partie, ça joue parce que c'est un jeu qui se superpose au réel et t'as envie de savoir qui joue pas et tu joues en parallèle de ton activité normale. C'est passionnant ce truc-là. Ouais. Depuis que je sais que je vais faire le podcast, j'ai essayé de relancer le jeu au boulot. Mon milieu professionnel, il était un peu imperméable à ça. Pourtant, il y a carrément des geeks, il y a carrément des gens sensibles à la culture internet et je me suis dit chouette, je vais pouvoir un peu relancer ce truc. C'est vrai que je l'avais laissé avec mes groupes de copains actuels. Putain, ça n'a pas pris. Et moi, ça m'a fait me demander, c'est quoi la population des gens qui aiment ce jeu? Alors, la scission genre est super intéressante, je l'avais pas vue, mais pour moi, elle est pas suffisante parce qu'il y a beaucoup d'hommes, entre guillemets, à qui tu leur proposes de jouer au jeu ou tu leur expliques, et instantanément, ils savent que c'est pas pour eux. Oui, tout à fait. Et d'où ça vient? C'est quoi ce critère? Et alors, j'ai posé la question à Valentin. D'ailleurs, c'était ma première question. C'était pourquoi ça t'a plu? Et quelle population a l'air de ressortir des gens qui jouent à ça? Bon, je vous donne la théorie parce que je pense qu'elle est pas complète, donc ça va être facile de la critiquer et ça pourra peut-être faire naître quelque chose. Dans ma vision, j'ai l'impression que ça ne plaît que aux gens qui sont joueurs ou qui conçoivent des jeux ou qui aiment le méta. Ouais. Alors, en fait, je l'aurais... C'est une bonne piste, oui. C'est sûr que... Alors, je l'aurais dit autrement, par la négative, c'est-à-dire que les gens qui aiment les choses concrètes, matérielles, ne jouent pas au jeu. Mais ça revient au même. Moi, dans mon entourage, les gens qui jouent pas au jeu, c'est des gens qui se considèrent comme des rampants. C'est-à-dire des gens en fait qui sont terre à terre, concrets, etc. Et j'ai réussi à mettre un rampant au jeu récemment. Je suis assez content parce qu'il est joueur. Côté de ça. Âme d'enfant, ça fait vibrer un truc avec ton âme d'enfant le jeu aussi, parce que c'est carrément une activité qui sert à rien et tu te dis est-ce que ça va être plaisant à faire ou pas? Est-ce qu'on peut relier à ça? Les gens qui n'ont pas perdu leur âme d'enfance vont aimer le jeu? C'est vrai que tu n'en as pas parlé en exemple, mais c'est très enfantin dans l'esprit, ce côté absurde des vraiment. Ça, c'est important. Mais puis il y a le côté aussi, être face à des règles et tout de suite se dire ok, ça n'a pas d'intérêt, mais je vais en faire quelque chose. Comment les tordre, les casser, les machins. Transformer en jouet. Ça doit intéresser les gens qui aiment tricher aussi, je pense fondamentalement. Les gens qui aiment justement tordre. Putain, c'est carrément vrai. Pas prendre. Ouais, à mon avis, il y a un côté comme ça. Alors. Est-ce que, donc au-delà de la sociologie des gens qui perdent au jeu, je pense qu'on n'aura pas la réponse autour de ces micros, mais la question est très intéressante effectivement Darky. Au-delà de ça, donc, est-ce que vous avez une idée de comment cérébralement vous perdez au jeu autour de cette table? Alors, j'ai pas la réponse, mais je vais juste rebondir parce que tu m'as fait penser tout à l'heure, tu m'as dit, t'as la sensation de tricher quand tu peux pas exprimer. Oui. Moi, il m'arrive de me dire, waouh, ça fait 3 heures que j'ai pensé au jeu. Clairement, j'ai écrit des trucs, j'ai interviewé mon pote, etc. Et j'ai pas pensé à perdre. Ça m'est arrivé ça. Et c'est très bizarre cette sensation de se dire oublier d'acter pour toi-même l'événement de la perte quoi. Et en fait il y a un souci. Mince, oui j'avais zappé mais j'ai perdu. Parce qu'il y a un souci dans la définition. On perd quand on pense au jeu, mais quand on pense activement au jeu ou quand on pense passivement au jeu, c'est hyper dur de le savoir ce truc-là. Est-ce qu'on peut perdre sans savoir qu'on perd? Bah oui, tu peux te retrouver à être des heures et à l'inverse, je crois que c'est d'où la, tu vois Antoine, d'où la déclaration j'ai perdu au jeu, qui est très importante dans la prise de conscience. La règle n'est pas optionnelle, tu vois. Ok, vas-y. Non, j'allais juste dire d'où Soren, ton fils, qui des fois te dit putain, ça fait bien 2 semaines que je gagne, je m'en ai même pas rendu compte. Je voulais poser la question, est-ce que vous avez la sensation... Alors déjà, je repose ma question. Vas-y, oui. Quand est-ce qu'on perd au jeu? Moi, j'ai un élément de réponse, c'est quand je fais des associations d'idées.
C'est-à-dire tout simplement, le fait même de faire une association d'idées random sur n'importe quoi, ça me fait perdre au jeu systématiquement. Dès que je fais « Ah ça me fait penser à ça » et je fais « Ah merde, ça me fait penser au jeu ». Et ça c'est fini. Tu vois ce que je veux dire? Ça c'est clair. Est-ce que vous avez d'autres trucs? Alors au-delà des programmations liées à quand je vois la gueule de Romaric, je perds au jeu ou quand je perds au jeu. Non mais oui, alors moi c'est donc quand je fais des associations d'idées, mais un petit peu surprenantes quoi. Quand le jump est un peu loin d'une idée A à une idée B, je me dis waouh, c'est typiquement dans le cadre dans lequel je perds. Tout à l'heure je disais quand je vois des ours polaires, maintenant je perds parce que le Dostoevsky disait c'est impossible de se dire ne pensez pas à un ours polaire. C'est clairement moi c'est avec l'éléphant du coup. L'éléphant. Ouais, ne pensez pas à un éléphant, je sais plus d'où ça vient, mais c'est un truc aussi. Ok, ouais, mais c'est la même référence. Je sais plus, c'est un paradigme idiot. Enfin, il y a un nom pour ce truc-là. Donc moi, c'est soit ça, soit des pensées, comment dire, une pensée ironique entre guillemets, ou alors des associations d'idées, mais un peu parce que association d'idées, j'en fais tout le temps. Je peux pas perdre à ce point-là tout le temps. C'est plutôt quand elles sont un tout petit peu surprenantes ou long jump quoi, d'une idée A à une idée B. Là, ouais, je vais prendre du recul. Et aussi, mais du coup, aussi quand je prends du recul simplement parce que méta, donc quand tu es dans une démarche méta, tu perds au jeu. Mais je veux pas hijacker la question parce que j'ai pas laissé. Ok, bon. Non, mais je leur poserai la question après. Je crois que petit chapitre sur le méta parce que c'est un truc. Ah oui, d'accord. Encore une fois. Ah ouais, non, Non, mais ok, vas-y. Micro chapitre sur le méta parce que encore une fois, c'est normal. C'est un truc qui résonne en moi et quand tu m'as dit qu'on allait faire un podcast sur ça, je me suis rendu compte que en fait, ça s'inscrivait comme toutes les œuvres que j'aime et c'est une réflexion que j'ai fait sur moi, mais je me suis dit putain, mais c'est impressionnant. Toutes les œuvres que j'aime sont méta et donc en fait critique autant le média dans lequel ils sont que font une proposition originale dans ce média-là. Oh, c'est génial! C'était le thème du arrêt sur image de cette semaine. Ah putain! Le fait que l'émission d'Alain Chabat en faisant du méta sur la façon dont les médias accueillent des invités fait du coup de la pédagogie des médias parce que etc. Ce que ne fait pas Hanouna parce que lui il est dans le premier degré. Clairement. Énorme. Mais on pourra relier ça aussi au sujet sur l'intelligence artificielle parce que c'est un truc qui vient critiquer à la fois le média, chambouler le média dans lequel il est. Et donc pour moi le jeu ça t'amène à penser à la construction de règles de jeu, ça t'amène forcément à penser. D'ailleurs c'est un petit peu ce que tu disais du jeu de rôle aussi. Pardon Antoine, tu disais ça un peu du jeu de rôle. C'est du coup t'as certaines œuvres en fait qui sont des portes d'entrée vers la réflexion globale du média. Et donc en fait je me suis rendu compte en fait c'est logique. Moi j'aime tous les films qui parlent du cinéma, mais même de façon cachée. Fight Club c'est une réflexion sur ce qu'est le cinéma. Les films de Spielberg sont une réflexion sur ce qu'est le monde hollywoodien, etc. Et le jeu, c'est un jeu en fait qui t'amène à penser au jeu en général. Et donc du coup, ça c'est ma petite réflexion, c'est ma petite marotte. J'aime le méta et je pense que c'est pour ça que je suis allé vers le jeu. Et je pense que ça résonne beaucoup chez les gens qui aiment le jeu. Ils aiment le méta. Le méta dans sa définition large, voilà. Et du coup maintenant, quand je pense méta, voilà, quand je regarde un film, je me dis ah putain la vache, l'éclairage est bon dans ce film. Paf, ça me fait penser au jeu. Ouais. Parce que tout de suite, j'ai envie de dérailler du propos vers le média de façon plus générale. Quoi. Alors moi, il y a aussi autre chose. Et après, je vous passe la parole tous les deux pour savoir dans quel contexte cérébral vous perdez au jeu. Mais c'est quand j'entends tout simplement le jeu. Par exemple, il y a eu récemment la polémique Antifa, le jeu. Bon, Antifa, le jeu, c'est mort, quoi. Je veux dire, tout le monde n'arrêtait pas de répéter Antifa, le jeu, hashtag Antifa, le jeu. J'ai perdu au jeu toute la semaine, quoi. Je veux dire, ça semble logique. Et toi aussi, j'imagine. Oui, déjà d'une, et de deux. En 2001-2002, il me semble que c'était Lost, la série, qui marchait de feu de Dieu. Ils en ont fait un jeu de société, du coup, qui s'appelait Lost the Game. Typiquement la phrase que tu dois dire quand t'as perdu au jeu. Donc cette boîte de jeu elle me fait trop rire parce qu'elle s'appelle vraiment j'ai perdu au jeu quoi. C'est vraiment épique. Donc tu la vois, tu perds évidemment. Alors les gars, autour de cette table, Antoine, Johan. Moi c'est souvent en fait quand je fais une activité qui nécessite énormément de concepts épurés en fait. Pommes de terre et tout ça. J'aime beaucoup. Bienvenue sur Concept épuré, cuisine et réflexion. Bonne écoute. C'est énorme. Ok, très bien. Je suis incapable de te dire pourquoi, mais dès que tu fais des maths, que ce soit même une interface en fait où il va y avoir très peu d'éléments ou autre, ça va me faire penser à un moment ou un autre au jeu et je vais perdre au jeu. Le minimalisme te fait penser au jeu. Exactement. C'est extrêmement con, mais je m'en suis rendu compte justement, soit en rédigeant des mails, soit comme je disais, faire des petites interfaces graphiques ou des trucs comme ça. J'ai toujours une pensée pour le jeu quand c'est comme ça, et je sais pas pourquoi. C'est génial. Antoine ? Je pense pas que j'ai beaucoup plus de moments ou d'exemples où je perds au jeu. C'est association d'idées l'élément principal, parce que de toute façon, c'est d'une manière ou d'une autre, on se programme tous à avoir des références précises. Moi, c'est pas l'ours polaire, c'est autre chose, mais j'ai pas d'autres exemples. Quoi Par contre, l'éléphant, j'ai dit, et puis le jeu, évidemment, en français. Alors après, moi, un cas particulier, c'est que je pense que j'ai plus
je vais plus répondre par la négative. Quels sont les moments où je devrais perdre au jeu clairement, mais où surprenamment je perds pas? Parce que peut-être que j'ai réussi à prendre l'habitude de me protéger, parce que sinon j'y perdrais tout le temps. Moi, l'escape game où je travaille s'appelle The Game. Ah mais oui, putain, c'est une enseigne, mais oui, t'as raison. Donc en fait, c'est-à-dire que si jamais je commençais à trop, c'est-à-dire que je ne pourrais plus, enfin, ça serait juste l'enfer tous les jours au boulot, tu vois. Donc quelque part, le jeu en français, ça me fait peur toujours, mais The Game, là, je me faisais la réflexion que ces derniers mois, tu vois, j'ai jamais perdu au boulot, sauf en discussion avec quelqu'un ou autre après, tu vois. Mais j'ai réussi en tout cas à occulter le mot The Game de ce lien-là. Amnésie volontaire, quoi. Amnésie volontaire, et pour ne juste pas être... justement pour pas avoir... Parce que c'est quand tu perds une fois de temps en temps et que tu triches en le partageant pas auto, c'est une chose, mais si jamais tu perds 15 fois par jour, ça devient un peu frustrant ou c'est moins drôle, tu vois. Il y a aussi un côté... Ça, c'est marrant aussi, le fait que si tu y perds tout le temps, en fait, tu finis par plus y jouer, enfin, à pu le dire, à pu te dire que tu y joues, tu vois, je sais pas comment dire. Et c'est notamment pour ça que pour moi, la règle du temps de récupération, du récupération, de cooldown ou de repos, elle est assez importante, parce qu'en fait, si jamais t'as pas ça, t'as cette espèce d'idée moi je sais qu'il y aurait quand j'avais découvert le jeu au début, je me disais mais du coup c'est fini, parce que là j'ai perdu au jeu, là on y perd tous depuis le début du podcast, mais comme on n'arrête pas d'en parler, on en perd tout le temps. Et si t'as pas ce temps en fait, dire j'ai 15 minutes, 30 minutes où je peux plus perdre, ça t'autorise à faire la transition pour penser à autre chose, alors que sinon t'es obligé de acter tout le temps en boucle, et donc c'est pour ça que sinon c'est juste... Mais quoi. T'as raison, elle est salvatrice cette règle, et quand j'y pense même, le jeu est pété sans cette règle. Ouais. Et c'est marrant, dans sa forme générique, et sans extension, comme je disais, le jeu ne marche pas. Et quelque part, ça te permet aussi d'éviter la contre-attaque, dans le sens où tu envoies à quelqu'un un message, j'ai perdu au jeu, il te fait mince et tout, toi aussi. Il n'y a pas ce côté je te refais perdre tout de suite. Non, si tu te doutes que si je te fais perdre, c'est que j'ai déjà perdu. Donc en fait, quelque part, si tu veux tout de suite acter, t'es obligé d'envoyer à quelqu'un d'autre. Ça permet aussi à la chaîne d'aller de l'avant, plutôt que de tourner en boucle. C'est pire que ça. Et ça, je trouve ça formidable. C'est que quand Darky t'envoie t'as perdu au jeu, tu perds au jeu. Tu sais que c'est inutile de le retoucher. Mais tu te dis, dans un quart d'heure, mon petit coco, oui, c'est ça. Dans un quart d'heure, mon petit coco, mais tu du vas coup, y passer. Ça encourage la contre-attaque anticipée à long terme, et donc tant qu'à faire dans un... mais du coup, un timer pour que je perde au jeu dans 10 minutes. Tant qu'à anticiper une contre-attaque, tu vas du coup la rendre un peu classe, faire un beau coup, etc. Voilà, en fait, t'es pas dans le nananinaner juste tout de suite. Non mais le beau coup, c'est évident. Et d'ailleurs, je me souviens que toi, tu avais fait des sites internet d'Arky tout pété, où quand on allait sur les liens, donc il disait tiens, regarde, ce site, il est intéressant, il parle de toi. Tu arrives sur la page du Monde, tu cliques sur l'article Romaric Brillant, et ça t'emmène sur un petit pantin qui fait le jeu comme ça. J'en mettrai dans la description si tu me permets, je mettrai quelques liens que j'ai fait. Moi, c'est génial. Déployer des pièges, ça a été ma marotte, c'est génial. Combien d'articles j'ai envoyé à des potes sur leur domaine de recherche, je trouve un titre qui dit tu vois, il y a une breakthrough, ça y est, on a prouvé que P égale NNP. J'envoyais ça à Valentin qui cliquait pour avoir un petit Yoda qui danse avec écrit le jeu. Mais c'est parce qu'un des plus beaux coups qu'il m'a fait, pardon, je fais 2 secondes, désolé, je fais une anecdote de release, mais j'avais adoré. Il m'avait envoyé un SMS qui commençait par papa est rentré d'Ukraine, et il racontait la vie de son père en Ukraine. Et ça durait des siècles, et je lisais, j'étais là, ok, où est-ce qu'il veut en venir? Et au bout de, je sais pas, dans ma tête, c'était peut-être un quart d'heure de lecture, c'était peut-être un peu plus petit, mais je comprenais rien de ce qui se passait, mais c'était un SMS de mon pote, donc putain, je l'ai lu, quoi. Puis à la fin, il disait, mais bon, je te raconte ça. Au fond, ce qu'il a surtout appris en Ukraine, c'est qu'il y a une façon de rendre des messages secrets que tu peux embedder dans un grand texte général qui dit rien, et tu fais juste en sorte de cacher ton message dans les premières lettres des premiers mots de ton message. Papa est rentré d'Ukraine, P-E-R-D-U, perdu. Bam, j'avais perdu 20 minutes de ma vie juste pour perdre, et j'étais obligé d'admettre la suprématie de son idée et de dire l'enfoiré, quoi. C'est ça aussi, c'est intéressant, la manière dont tu fais perdre au jeu, effectivement, et c'est ça qui fait le beau coup et tout ça, et c'est vrai que l'anecdote là ici est très intéressante, et puis tu fais perdre du temps. Ouais. Moi, ça, la dimension temps, parce que qu'est-ce que c'est la ressource de la vie? Le temps. C'est le temps. Et donc, quelque part, le jeu, c'est un jeu de merde qui te fait perdre. C'est pour ça qu'on n'est pas content de perdre, je pense. Oui et non, c'est ce qui est très paradoxal, c'est que quand quelqu'un te fait perdre encore plus de manière comme ça, t'es aussi obligé de te dire, mais lui, il a perdu presque plus de temps à le faire, ce truc, à le préparer. Oui. Mais du coup, ça revient au je pense à toi, etc. Il y a la fameuse formule de Maxime qui est relation égale émotion fois temps. Ouais. Mine de rien, quand tu reçois quelque chose où tu vois que la personne a investi du temps, etc., c'est aussi un témoignage d'une pensée, d'une affection qui apparemment de façon futile, gâchée, etc. Et donc en fait, j'ai perdu du temps, où j'en perds pour faire perdre les autres et tout, en fait, c'est aussi un témoignage de... Et c'est pour ça que je te dis qu'on fait un peu semblant de perdre au jeu. Johan. C'est super touchant, en fait, quand t'as quelqu'un qui te dit que t'as perdu au jeu. C'est clair. Franchement, c'est ce que tu disais, Antoine,
En perdant au jeu, c'est pas du temps perdu du tout en fait. C'est exactement un peu comme si tu avais quelqu'un qui te fait un petit cadeau ou autre. C'est génial. Bon, après, si on ramène ça à la métaphore que je faisais du saut sur la porte, petit cadeau qui fait mal, mais... Du coup, je suis en train de me demander, question qui part quand même dans tous les sens, mais d'un point de vue propos, d'un point de vue vision des relations, etc., qu'est-ce que ce jeu il raconte, mine de rien ? Parce que c'est un jeu sans victoire, sans performance, avec que des beaux coups, pour dire qu'on pense les uns aux autres. Il y a pas mal de choses, mine de rien, à se poser sur quelle vision des relations humaines ça encourage et tout. Ouais, mais c'est un propos émergent là. Oui, bien sûr, évidemment. Attends. Alors oui. Alors bon, moi pour moi clairement. Alors là ça. Le propos du jeu. En fait, le jeu c'est un jeu de contamination. Pour moi, c'est clair, c'est un jeu de contamination spirituelle. C'est-à-dire qu'en gros, on dit, voilà, on dépense de la ressource vitale, de l'énergie du monde pour avoir des idées dans la tête qui ne mènent à rien, qui sont vaines, etc., etc. D'accord ? Donc ça, c'est un premier élément. Le jeu ne parle que de ça, que du fait de se contaminer les uns les autres avec des pensées qui ne servent à rien, qui sont non productives, etc., etc. Donc il y a déjà cette dimension-là. Le dire, faire perdre au jeu quelqu'un, c'est occuper de l'espace mental à penser à toi, en fait, quelque part. Et donc, c'est de la même manière que le jeu cherchera à contaminer l'univers tout entier, chaque être humain sur la Terre, etc. Toi-même, en tant que joueur, tu veux occuper, tu annonces que tu veux occuper un espace dans l'esprit, dans le cœur de la personne à qui tu l'envoies. Quelque part, il y a quelque chose comme ça, tu vois. Et donc, le jeu et son vecteur sont en adéquation. Donc, c'est un jeu, en fait, qui parle de la contagion. Voilà, la contagion des sentiments, des émotions, la contagion de la défaite, etc., etc. Et c'est pour ça que je disais au début que ce qui est intéressant avec la genèse de ce jeu, c'est que c'est plus pertinent, je trouve, de le voir comme quelque chose qui a évolué, comme une contamination et à la fois au sens d'une bactérie, d'une espèce d'un truc qui a, par sélection naturelle, été sélectionné, choisi, gardé dans la pratique, plutôt que d'avoir une origin story fixe, quoi. Et c'est plus en adéquation avec son gameplay et sa nature que de le voir comme ça. Le jeu est vivant, ouais. Le jeu est comme un virus qui a besoin d'un hôte. Et il se transmet, il évolue, il y a les règles maison, etc. Et donc il y a ces deux dimensions dans son... La forme et le fond et la façon dont il est apparu. C'est une blockchain, le jeu. C'est pas vivant une blockchain, mais... Non mais c'est ça, parce qu'en fait il existe... C'est un jeu de base de données, une blockchain. Alors, justement, les règles du jeu sont la base de données qui sont stockées. Et nous, on est les machines qui recevons, on s'envoie les règles du jeu pour se la rappeler à l'esprit. Tu vois ce que je veux dire ? C'est plus oui, c'est pas vraiment une blockchain, ce que tu veux dire, mais ok, je comprends. La question, c'est est-ce qu'il y a à tout moment, depuis la création du jeu, ou depuis, on va dire, 2003-2004, est-ce qu'à tout moment dans le monde, il y a au moins une personne qui soit en train de perdre au jeu ? De la même manière que dans une blockchain, il faut qu'il y ait au moins toujours une machine d'allumer pour que les données soient stockées. Demandez à Amélie Poulain... tout début du film. Ah oui, elle se demande combien. Non mais tu sais, c'est intéressant. Moi, je me demandais quand j'étais petit, est-ce qu'il y a tout le temps, est-ce qu'il y a eu une seconde sur Terre où tous les êtres humains ont fermé les yeux en même temps ? Parce qu'après tout, on cligne à peu près une fois par seconde. Ouais. Bref, pardon, rien à voir. Non mais si, on s'autorise à dire n'importe quoi, ça me va. Non mais non mais moi je trouve ça très intéressant parce que ça fait partie justement du propos du jeu que de nous mettre dans la tête des idées qui ne mènent nulle part, qui sont non productives. Elles nous font penser à toute autre chose qu'à des objectifs, qu'à des stratégies. Et donc, quelque part, elle nous écarte de la société de consommation telle qu'elle est pensée en nous disant, regardez, l'important, encore une fois, j'en reviens à des propos wittgensteiniens, l'important n'est pas dans les faits, l'important n'est pas dans les propositions sensées, l'important est dans ces instants. Qui ne mènent à rien et qui sont de l'affectif, etc. Mais ça marche que pour les gens qui acceptent et décident d'y jouer. C'est ça le souci, je trouve. Parce qu'il y a un côté fantastique, c'est que ce jeu n'a que des règles négatives. Tu ne peux que perdre, tu dois alerter les gens, tu perds. En plus, tu perds quand tu n'arrives pas à t'empêcher de penser à un truc. Il n'y a que des trucs négatifs et on arrive à en tirer quelque chose de joli. De se dire, putain, on pense aux autres. Je trouve ça fantastique, sauf que ça marche pas vraiment parce qu'on est tous consentants de jouer. Malgré la règle numéro 1, tu peux pas vraiment appeler ça comme virulent, quoi. Ça se contamine pas tant que ça parce qu'il y a des gens qui refusent d'y jouer. Je trouve ça incroyable ce que tu viens de dire parce que là tu viens de définir la vie. Là, tu viens de définir tout est négatif, tout est négatif, on va tous mourir, machin, etc. Tu reprends la vie et réécouter ce que tu viens de dire. Ouais, mais ça voudrait dire que les gens optimistes le font par choix. On sait tous qu'on va perdre.
on est né sur la Terre pour perdre. On sait tous qu'on est game over là aujourd'hui. Je pense que c'est l'inverse. Les gens sont optimistes par défaut et tu choisis d'être pessimiste. Alors que là, le jeu, c'est l'inverse. Tu choisis d'adhérer au jeu pour penser aux autres. Tu choisis de retourner un peu le propos, quoi. Oui, mais tu vois, c'est quand même quelque chose qui est sur le papier qui est extrêmement négatif et duquel on va tirer extrêmement de positif. Et justement, c'est parce qu'il nous mène à une impasse qu'on va justement chercher. Mais j'avais ressenti la même chose dans Dog Eat Dog. Quand j'avais joué à Dog Eat Dog, j'avais tout de suite ressenti que le système et la mécanique nous contraignaient à une forme d'oppression qui était impossible à se dépêtrer. On ne pouvait pas en sortir. Et donc, on cherchait des libertés et de la joie dans des espaces que le jeu nous laissait. Par exemple, il y avait sur la table, une feuille sur laquelle on écrivait les lois qu'on avait, que les colons nous avaient inculquées. Et on s'était amusé à dire, oui, on peut écrire ces lois, par exemple, en y ajoutant des fleurs, en y ajoutant des papillons. On avait commencé à faire des tags sur la feuille, etc., etc. Et on s'était dit, regardez, quand tout est désespéré, eh ben, on trouve les derniers espaces de liberté qu'il nous reste, et ce sont ces espaces qui font la beauté de la vie, etc., etc. Et là, ce que tu viens de dire, je trouve ça flamboyant, c'est évident en fait. Pour le formuler autrement, à défaut de le dire de façon catégorique, il me semble aussi plus simple de trouver la condition de défaite de la vie que la condition de victoire. Peut-être que la condition de victoire, elle n'est pas universelle, elle se trouve à chacun, etc. Mais quand les gens disent comment on trouve le bonheur et toutes ces questions simples et faciles à répondre, évidemment, pour tout le monde, c'est tout de suite plus compliqué. Quand tu cherches, t'en as plusieurs, peut-être ça change dans la vie, peut-être des gens vont dire c'est ci, c'est ça. La condition de défaite, il y a peut-être d'autres que la mort, mais c'est relativement clair, quoi. Donc il y a quand même effectivement un parallèle de système qui... C'est très intéressant en tout cas. Est-ce que vous avez la sensation parfois d'avoir... Pardon, Yoann, tu veux ajouter quelque chose ? Est-ce que vous avez la sensation parfois d'avoir gagné au jeu ? Et si oui, dans quel contexte ? On le disait, une des side quests, c'est de faire perdre tes potes. C'est des mini conditions de victoire, mais sinon, non. Alors, t'as envie de le challenger au début, cette condition de victoire. T'as envie de gagner au jeu. T'as envie qu'il y ait la règle du Prime Minister qui dit machin, etc. Puis très vite, comme tu le dis, même s'il le disait, tu n'aurais pas envie de continuer. T'aurais pas envie de terminer le jeu, en fait. Il n'y a pas d'intérêt. Et je dirais même, à l'inverse, quand par hasard, tu te rends compte que t'as pas joué au jeu, que t'as pas perdu au jeu depuis 2 semaines, 1 mois, t'es pas genre content, t'es genre ah tiens ah oui c'est vrai, c'est marrant, c'est bizarre, genre, je vais faire perdre quelqu'un, allez, il est temps de s'y remettre un peu, quoi. T'es pas en mode 1 mois, waouh, enfin y a pas ça en fait Et je réalise là, avec ce podcast, pour filer la métaphore de la vie là, quand tu dis la condition de victoire elle est difficile à trouver dans la vie, c'est de l'avoir, quoi. Et j'ai l'impression que je gagne au jeu quand j'y joue. Finalement, le fait d'y jouer, c'est vraiment l'opportunité, c'est la condition de victoire en fait. Je suis trop heureux. Dans la série d'interviews que t'as faites avec tes potes Darky, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué, des choses que tu voudrais nous partager ? Enfin, je trouve ça. Alors, je vais vous lire vite fait les questions. On les a quasiment tous brossés, mais je vais vous lire si ça vous donne une idée. Déjà, ils n'ont pas trouvé ça complètement saugrenu que tu les interviews sur ce jeu. Enfin, ils ont dû halluciner, non ? Non, parce que on a tous. Je trouve que c'est un des propos du jeu aussi, c'est que comme je le disais, ça te fait penser au jeu, et on s'est tous dit putain, il y aurait des choses à dire, ou c'est incroyable ce que ça nous a fait penser à des choses, le jeu, etc. Donc que je revienne dessus en disant hey, je vais faire un podcast, est-ce que tu peux m'aider ? Ça, non, c'était pas si choquant, c'est marrant. Excellent. Okay. Parce que je pense que les gens qui n'auraient pas trouvé ça choquant, c'est des gens qui n'auraient pas adhéré au jeu de base, en fait. Oui, tout à fait, t'as raison. Alors, en gros, c'était juste 4 questions. Le jeu, pourquoi ça t'a plu en vrai ? B, ça t'a apporté quelque chose dans ta vie ? On n'a pas spécialement... Aussi, on peut brosser ça. C, si tu devais faire un mémoire ou plutôt un essai sur le jeu, ça t'amènerait à parler de quoi qui te touche ? Moi, par exemple, je crois que je parlerais du concept de méta, ça résonne particulièrement en moi, etc. Ouais, bien sûr. Et D, tu connais des gens qui n'ont pas accroché au jeu, ça dit quoi de la population qui adhère, tu penses, au jeu ? On a un petit peu parlé. J'ai juste une dernière phrase que Valentin m'a dit en partant, et j'ai pas réussi à la mettre dans une catégorie. Je me suis dit putain, est-ce que c'est vrai ? Mais ça rejoint le côté virulent, c'est si tout le monde jouait au jeu. Donc on parlait du côté il y a la sensation d'en être, c'est un jeu superposé au réel, certains y jouent, certains ne jouent pas. Et il a dit une phrase, j'ai pas su quoi en faire. Si tout le monde jouait au jeu, il deviendrait inintéressant. Exactement. Pourquoi ? Alors ça c'est quelque chose que je trouve comme un virus en fait. On parlait du virus tout à l'heure, mais si le virus contamine tous les autres, il peut plus se propager, il finit par péricliter. Une fois qu'il y a des autres qui commencent à ne plus s'intéresser au jeu, mais je suis pas d'accord, ça va commencer à se repropager. Pardon, je te coupe, mais l'intérêt du jeu, c'est pas de contaminer d'autres joueurs. On n'a pas cité ça en condition de victoire, tu vois. On n'a pas tiré une joie. C'est pas une condition de victoire, mais ça amène à une contamination des autres joueurs. Obligatoirement. En fait, le jeu là-dessus, il est un peu une arnaque, c'est que effectivement, le but c'est pas de contaminer des gens au sens trouver des nouveaux joueurs, c'est de faire perdre des gens qui sont déjà contaminés et juste de les faire reperdre plusieurs fois. Donc il n'a pas forcément vocation à s'universaliser. En fait, la question que ça pose, mais ça peut-être que ça dépend des gens, peut-être que c'est des variantes d'approche du jeu. Peut-être qu'il y a des gens qui prennent aussi du plaisir au côté. Enfin, t'en parlais indirectement, le fait de se dire il en est, de reconnaître une connivence, quelque chose. Si jamais tout le monde jouait au jeu, est-ce que cet aspect-là disparaîtrait ?
parce qu'il y aurait plus cette particularité, t'aurais plus cette question de est-ce qu'il en est ou pas. Mais du coup, il y a un côté un peu communautaire qui peut se mettre en place, qui pourrait du coup être, si tout le monde y jouait, être décevant ou être un peu nul. Peut-être qu'il y a des jeux, il y a au contraire des gens qui, oui, je pense quand même, enfin, c'est un aspect, mais même avec ça, il y a les aspects entre potes et tout qui resteraient. En fait, c'est peut-être un peu facile de dire ça, mais les variantes locales continueraient, quoi. C'est-à-dire qu'il y aurait quand même les références communes, etc. Parce que même si je sais que mon boulanger il joue au jeu, lui quand je lui dis ours polaire ça marche pas, donc c'est quand même différent. Ouais. Tu vois, il y a quand même les variantes locales. Et j'adorais d'ailleurs quand on s'est assis à la table. Moi c'est 15 minutes. Ah ouais, moi c'est 30 le temps de repos. Ah ok. C'est rigolo. Nos jeux sont compatibles. Bon allez d'accord, on va admettre. C'est pareil pour les activités dans le plumard. Rien à voir. Il est trop fort. Yoann, tu voulais ajouter quelque chose sur ce point pour aller dans ton sens de l'idée que ça n'aurait plus. Qu'est-ce qui te fait l'intention, qu'est-ce qui te donne l'intuition que ça n'aurait plus d'intérêt si tout le monde joue au jeu? En fait, j'aurais des éléments moi aussi. Je rejoins Antoine sur le fait que ça prendrait différentes formes et que du coup, en fait, on aurait chacun notre petite variante. Mais je pense que ça ferait des évolutions vraiment majeures. En fait, si à chaque fois qu'il y a, en fonction du groupe de potes, tu vas perdre sur un autre élément, même si tu as le petit cooldown, au bout d'un moment, t'en as ras-le-bol. C'est voilà, tout le monde le fait. Voilà. Ouais, ok, ça perd son intérêt, ça devient lassant en fait. C'est à ça tous les jours. Et du coup, le petit côté carte postale que t'envoies à un pote en disant écoute, je pense à toi, tiens, voilà une carte postale de là où je suis. Et la connivence, l'élément principal que tu citais au début du podcast, de dire on est les seuls à participer à ça, c'est un truc un peu geek, on est un petit peu entre nous, machin. Alors je suis d'accord qu'il y aurait des variantes locales qui resteraient, comme l'a très bien dit Antoine, mais quand même, il y a un petit côté on est seul à jouer à ça. Tu vois, quand on fait perdre au jeu les gens dans les micros de la cellule, on s'amuse des gens qui perdent, parce qu'en opposition, il y a des gens qui ne perdent pas. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui nous amuse, de dire il y en a qui sont en train de perdre là derrière leur micro, gna 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 gna, et par opposition des gens qui sont là, mais de quoi ils me parlent, etc. Et c'est ça qui nous amuse. Et si tout le monde savait de quoi on parlait, est-ce qu'on en parlerait? Je n'en suis pas certain. Pardon, je viens d'avoir une image, j'interromps juste parce que c'est encore une anecdote. Il y a une fois, tu m'as attendu à la gare de Saint-Malo avec un panneau le jeu, tu sais. Là, t'aurais la rame qui t'aurait tabassé, quoi, parce que voilà, si tout le monde jouait. Et puis ça me faisait marrer d'imaginer la gueule des passagers qui connaissent pas du tout le jeu et qui voient un mec avec une pancarte. Mais ils ont dit que c'était le nom d'une personne que t'attendais. Monsieur le jeu. Monsieur le jeu, oui, c'est ça. Voilà. Oui, quand bien même, et c'est ça qui nous fait rire là maintenant, c'est le fait que justement les gens soient pas tous au courant. Yoann, tu voulais ajouter des éléments? Oui, sur l'aspect propagation justement. Où là, donc tu vois effectivement, tu sors de ton train, tu vas avec un mec, soit le jeu, soit t'as perdu au jeu. Ok, tu te renseignes, tu vois ça, tiens, c'est rigolo, tu reproduis. Je pense que tous ici, on l'a reproduit par mimétisme en fait. On a vu quelqu'un le faire, on a reproduit. Je prenais l'exemple autour d'une machine à café tout à l'heure, quand je parlais avec un collègue, je voyais bien qu'il y avait quand même quelques personnes qui nous écoutaient comme ça du coin de l'oreille. Et quand tu es avec des potes, c'est encore plus facile d'ailleurs cette propagation où voilà, tu le dis à voix haute, voilà, j'ai perdu au jeu. En fait, c'est quoi ton truc? Ouais, ok, c'est marrant. Et puis peu de temps après, t'as le pote qui arrive, il te met un petit post-it dans un bouquin, t'ouvres le bouquin. Ok, ouais, bon. C'est lui aussi, il est dedans maintenant. Voilà, c'est ça. Et moi, je crois que vraiment, c'est effectivement, si tout le monde apprenait à jouer au jeu à la naissance, je crois que cet effet-là serait perdu et que le jeu cesserait d'avoir son intérêt. Je rajoute un dernier élément, c'est que, à moins que tu en aies d'autres, hein, Yoann, hein, tu me dis, mais c'est qu'il y a un côté happening dans le jeu. Tu imagines, moi, la première fois qu'on m'a raconté le jeu, j'imaginais cette trame de métro où il y a un mec qui fait « J'ai perdu. Moi aussi. Oh non, c'est fini, oui. » Tu vois, j'imagine vraiment le côté un peu comme dans une BD où tout le monde se contamine, etc. Et cet objectif de voir un jour ce happening se réaliser, pour moi, il est inhérent à la force du jeu, si tu veux, quand même. Et donc, si le jeu est passé, eh ben, c'est passé. Et j'en veux pour ça la preuve de l'ajout de la règle du Prime Minister anglais, du Royaume-Uni, qui pour moi montre vraiment l'idée que le jeu se terminera le jour où vraiment il y a un côté tout le monde sera au courant, parce que même le Premier ministre des États-Unis, enfin du Royaume-Uni, jouera au jeu, tu vois. Et donc il y a ce côté, voilà, la fin du jeu, c'est le moment où effectivement même les présidents, même les grands hommes du monde, même Napoléon dira le jeu dans sa. Et surtout, ils en parleront dans les médias, et à partir de là, le niveau de contamination permanent deviendra incroyable, lassant justement. Putain, je pensais à mon épitaphe, je pense que ce sera perdu.
Parce que il y a un côté normal, quoi. T'as perdu la vie et tout. Puis les vrais sauront. Les vrais, ils sauront sur ma tombe. Ah, l'enculé, je vais pas aller le voir. Bien joué. Donc j'avais une dernière question. Je pense qu'on a un peu fait le tour de tout ce qu'on voulait dire au sujet du jeu. Je me trompe, à moins que vous ayez d'autres éléments. J'avais une dernière question à vous poser pour clore ce podcast. Avez-vous des idées de règles pour améliorer le jeu, puisqu'on est à la cellule? Ou est-ce un jeu parfait au sens de... Est-ce qu'il y a des règles qu'on applique déjà et on s'en rend pas vraiment compte peut-être? Il y a aussi des trucs comme ça. Mais alors, parce que pourquoi je pense à la pire règle. Alors tu dois 50 balles à quelqu'un quand tu perds. Injectons de l'argent dedans, ça va sans doute donner quelque chose de bien. Oui, tout à fait, assurément. Mais tu vois, l'idée c'est que, parce qu'en général à la cellule, c'est quand on a le propos, on est capable d'annoncer des nouvelles règles pour améliorer le jeu un petit peu. Et là... Ou alors c'est un jeu parfait, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune règle à enlever au sens de Gerhardt Sildelfein, c'est-à-dire de dire c'est un jeu parfait au sens où si tu enlèves une règle, le jeu s'effondre, si tu en ajoutes une, il s'effondre également, et voilà. Et dans ce cas-là, c'est un jeu parfait, quoi. Et là, c'est quand même un scoop. Alors, c'est un jeu incroyable. J'ai pas d'extension, j'ai pas de patch, j'ai une idée d'un truc que j'aurais aimé voir. Le jeu Dark Age. J'ai une idée d'un truc que j'aimerais voir. Moi, j'avais déjà pensé à faire un tableau des scores global. Ça m'éclaterait de voir que des scores négatifs, tu vois. Le leaderboard. En plus, le leaderboard, mais tu l'affiches vraiment que les gens en rouge, quoi. Tu vois, clairement, t'as que des gens qui n'ont pas joué ou des gens qui sont à moins 70, moins 80, moins 60. Donc ça, c'est une théorie. C'est juste rigolo d'imaginer ça. Deuxièmement, en fait, moi, j'aimerais connaître toutes les variantes locales. J'aimerais beaucoup, parce que je suis sûr qu'en fait, tu te forces à trouver des façons de perdre que tu n'as jamais expérimentées. Et si tu les mettais en commun avec des potes, tu t'en inspirerais. Et ce côté-là, j'aimerais connaître les variantes locales et peut-être les intégrer, pas les intégrer. Savoir comment les gens ont des récits peut-être sur ça. En fait, je suis en train de me dire, putain, il faudra un podcast sur le jeu. T'invites telle personne, alors toi, comment tu joues Ouais, c'est ça, un podcast de la cellule sur le jeu. Un podcast hebdomadaire sur le jeu. Et on parlerait du jeu. Etc. Salut Emma. Hello. Ça va la pêche. Viens. Alors, c'est très intéressant. On va faire une expérience avec Emma tout de suite. Oui, ça tombe bien. Assieds-toi. Nous allons donner un micro à Emma. Alors, Emma, attention. Moment solennel. Bienvenue à la Barreau. Ça va la pêche? Oui, je descends juste de ma voiture. Ça me fait trop plaisir. Non, mais c'est l'agression complète. On t'a jamais fait ça. C'est horrible. C'est horrible. Tu peux prendre le podcast, le micro. Mais tu peux prendre le micro. Okay. Tu vas voir, parce que je vais te poser une question tout de suite. Question. Est-ce que tu connais le jeu? Ah non, pas ça. Donc elle connaît le jeu. Est-ce que tu connais le jeu? Donc, alors, est-ce que tu peux lui rappeler les règles d'Arky? Est-ce que tu connais le jeu qui en anglais s'appelle The Game? The Game. Ouais, tu connais? Et t'as pas quelque chose à nous dire? Non. J'ai perdu au jeu, non, peut-être? J'ai rien à dire. Ou ça triche. Alors, parce qu'en fait, le délire, c'est qu'avec Darky, on parlait de ce jeu débile là, qui consiste à dire, donc j'ai perdu au jeu quand on pense au jeu. Donc du coup, tu connais, Emma, alors, ce jeu-là? Oui, je connais. Et donc on a fait un podcast entier là-dessus. D'accord. Voilà. Okay. Et donc du coup, la question, parce que moi je me disais, si elle connaît pas, on pourra lui poser la question et on pourra voir sa réaction. Ouais. Imaginons que par exemple ça lui parle pas et de savoir pourquoi ce jeu, ce type de jeu, de ce mind game ne lui plaît pas. Parce qu'en fait, le jeu, on a parlé du jeu pour nous, c'est d'abord un moyen de dire aux autres qu'on pense à eux. C'est-à-dire que quand tu fais perdre au jeu quelqu'un en lui envoyant un petit texto, tiens, regarde Emma, t'as perdu au jeu, tu vois, c'est un petit peu... etc. Et on se faisait la réflexion avec Darky pendant le podcast et avec Antoine et Johan, qu'il y a des gens qui sont complètement hermétiques à ce jeu, qui veulent absolument pas y jouer. Et on se demandait pourquoi. On se disait, si ça se trouve, Emma, elle connaît pas, donc on va lui expliquer les règles. Ouais, non, moi, j'ai pas vraiment d'avis, ça me fait ni chaud ni froid un peu, en fait. Ah, alors... Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que tu saurais analyser pourquoi il y a des gens qui adorent ce jeu, d'autres non? Parce que nous, on y joue depuis des années. L'analyser, non. Par contre, je sais qu'étant beaucoup sur des Discord ou les milieux du jeu vidéo, ces trucs-là, c'est des choses que j'ai vu souvent passer, mais ça fait partie des trucs dans lesquels j'ai pas envie de rentrer, en fait. C'est peut-être pas un humour qui me parle ou qui me touche. Ouais. Alors moi, j'émettais l'hypothèse, alors tu vas me dire ce que t'en penses, Emma, que c'était un jeu qui était finalement assez genré. Que c'était beaucoup les hommes qui jouaient à ça. Parce que dans notre socialisation de mecs, il y a un petit côté je te chambre, tu vois, je te fais perdre, tu vois, un petit côté comme ça. Est-ce que tu le sens un peu comme ça ou non, pas du tout? Je suis à côté de la plaque. Non, j'ai vu des femmes y jouer, enfin, en tout cas participer. Moi, je pense que c'est plus mon caractère, ma nature, en fait. C'est pas un truc dans lequel
voilà. Est-ce que tu rickrolles des fois des potes, tu sais, en leur envoyant une vidéo non sollicitée? Est-ce que tu... Non. Les jeux des gens qui disent titre à la fin d'une phrase, tu sais... Non. Ouais, voilà. Donc, si, au bout d'un moment, ça m'est arrivé, parce que j'ai tellement de copains-copines qui le font, que du coup, ça arrive quelquefois malencontreusement qu'il y a un truc, ça fait genre, ah oui, non, mais là, oui, titre. Tu peux pas louper, d'accord, ok. Ouais, c'est vraiment, il y a des choses... Et ben, ce sera le grand mystère de ce podcast. On n'a pas réussi à résoudre ça. Peut-être qu'il y a des gens qui sont très résistants à la souche bactérienne, mais que le virus, peu à peu, tu vois, dans la pratique avec les proches... Il y a des anticorps. Il a été vacciné, en fait. Bon, merci beaucoup, Darky, de nous avoir apporté ce sujet. C'était vraiment passionnant. Merci beaucoup à toi. Merci, Johan. Merci, Antoine. Et merci, Emma, qu'on découvrira beaucoup plus intensément dans le prochain podcast. Allez, à bientôt tout le monde, portez-vous bien et surtout, jouez bien. Et perdez bien surtout. Salut. Voilà, c'était le podcast de la cellule. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner. À très bientôt.